Chers élèves de la première spécialité physique-chimie, bonjour. Nous allons, toujours dans le thème énergie, transfert et conversion, travailler ensemble dans cette vidéo le chapitre aspect énergétique des phénomènes électriques, ce qui est l'électricité. L'année passée, vous l'avez travaillé, et bien sûr au collège aussi, vous l'avez travaillé longuement. Donc, on va plus se concentrer sur l'énergie électrique cette fois. L'énergie qui est, si vous voulez, le fil conducteur de tout ce qui est physique. Puisque avant, vous avez vu l'énergie mécanique, même avant un peu l'énergie lumineuse, l'énergie du rayonnement, l'énergie nucléaire. Bref, on va travailler cette fois l'énergie électrique. Bien sûr, on se rappelle un peu les notions du circuit, tension, intensité, pour après se rappeler de la loi d'Ohm au bord d'un conducteur ohmique. Puis après, on travaillera le générateur électrique et les énergies. Voilà, donc les aspects énergétiques des phénomènes électriques. Vous savez, l'électricité est omniprésente dans notre vie quotidienne, que ce soit dans la simple lampe pour pouvoir éclairer un petit truc, brancher quelque chose sur une prise, des éclairs même sont des électricités, de l'électricité, les turbines, et vous savez que maintenant on est en train de créer de nouvelles sources d'énergie électrique, les turbines étant une de ces alternatives. Les sources d'énergie électrique, les centrales, tout ça, vous allez les apprendre l'année prochaine dans l'enseignement scientifique. Maintenant, on va se concentrer beaucoup plus à l'échelle des énergies et des circuits. Donc, dans le chapitre, on va voir le courant électrique, un petit rappel et une petite nouveauté dans ça, la source réelle de tension, donc le générateur, les lois d'Ohm, on se rappelle d'une et on travaillera une nouvelle, la puissance et l'énergie électrique pour finalement clôturer par la conversion d'énergie. Voyons. Donc, le courant électrique, si on voit dans un certain métal, il y a comme vous voyez ici, des atomes. Et chaque atome, il a un électron ou bien des électrons libres qui sont les plus faciles à se déplacer entre les atomes. D'accord? Donc, quand on va brancher dans un circuit, on va mettre des conducteurs électriques, donc ce sont des métaux en fin de compte, on va voir qu'il y a un courant électrique qui circule et ce courant électrique, c'est causé par les électrons. D'accord? Donc ce sont ces électrons libres. Donc ça, c'est la nature du courant électrique. Donc, ce sont des électrons libres qui circulent dans les fils de connexion. Dans une autre situation, par exemple dans une solution, aussi il y a une conduction de l'électricité. Il faut que cette solution contienne des ions. D'accord? Donc si elle ne contient pas d'ions, ça ne conduit pas. Comme par exemple l'eau pure, l'eau distillée, qui ne contient que des molécules d'eau. Donc ce n'est pas l'eau minérale par exemple. Donc cette eau distillée ne conduit pas à l'électricité. D'accord? Mais l'eau qu'on boit et l'eau l'eau qu'on utilise, ce sont des eaux qui contiennent des ions et des minéraux, c'est pour cela que ça conduit. Bref, ce phénomène, mais cette expérience, c'est l'expérience de l'électrolyse de l'eau salée. L'eau salée contient des ions. En tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le courant électrique. Donc, on voit ici la borne positive de la pile, elle va attirer les électrons qui sont là. Donc ces électrons, pas tous les électrons, quelques électrons. Donc ces électrons, ils vont circuler dans ce sens, dans ce circuit, et vont être propulsés de nouveau, car ce sont de nouveaux électrons, vont être propulsés par la borne négative, qui vont circuler là, pour finalement mettre des charges négatives là. Donc cette plaque sera chargée négativement, cette plaque sera chargée positivement. Il y a les anions, donc les ions négatifs, ils vont se déplacer vers cette plaque qui est chargée positive, et les ions positifs vont se déplacer vers cette plaque chargée négative. Cette plaque qui est chargée positivement, on va l'appeler l'anode, car c'est de cette plaque d'où sortent les électrons. Et par convention, on dit l'anode, c'est la plaque qui donne, ou bien le métal qui donne des électrons. Donc ça, c'est l'anode. Alors, on peut dire que les anions se déplacent vers l'anode et les cations vers la cathode. L'anode, elle est connectée à la borne positive de la pile, la cathode connectée à la borne négative de la pile. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que grâce au déplacement des ions, il y a eu le déplacement des électrons. D'accord? Donc, s'il n'y avait pas d'ions, il n'y aurait pas déjà au début le déplacement des électrons. D'accord?
Donc, ce déplacement d'ions, c'est aussi ça a assuré le circuit fermé et ça a assuré un courant. Donc, on peut dire, et rappelez-vous que la charge d'un électron, c'est moins E. Donc, E, c'est 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Donc, l'électron, il est une particule qui est chargée. C'est pour cela qu'on peut dire que le courant électrique, il est dû au déplacement de charge électrique, un déplacement bien ordonné. D'accord? Avant, donc si on revient un peu à ce métal, toutes les particules sont en mouvement perpétuel désordonné. Mais une fois qu'on active ou bien qu'on fournisse une certaine tension électrique, ils vont se déplacer d'une façon bien ordonnée. Et ça aussi, comme on a dit, les ions les anions vers l'anode et les cations vers la cathode. Mais le courant dépend de qui alors? Donc forcément, on va dire que ça dépend de la charge. Et nous avons dit que puisque l'électron il a une charge moins E, donc tous les électrons vont avoir une charge qui est le nombre d'électrons fois la charge d'un seul, n'est-ce pas? Rappelez-vous, Q égale N fois la charge d'une seule particule, N étant le nombre de particules. On va aller plus loin, on va investiguer de quoi dépend, et là, on va essayer de passer à une animation qui est aussi dans le site de FET Colorado, l'animation suivante. Voilà. Donc, dans cette animation, dans cette simulation, on va construire un circuit. On va prendre la pile, les fils de connexion, pour faire le circuit formé d'une pile, une lampe, un interrupteur, et voilà, un circuit qui est très simple. Regardez les électrons qui sont les charges bleues dans le circuit. Comment ils se déplacent. On va augmenter la tension du générateur pour que la lampe s'allume plus fortement et regardez le déplacement des électrons. Il devient plus rapide. Voilà. Et si maintenant on va baisser de nouveau, il devient plus lent. Donc la vitesse de déplacement des électrons, c'est elle qui a varié le courant et c'est elle qui a fait que la lampe s'est allumée plus fortement ou bien plus faiblement. C'est pour cela qu'on peut dire que l'intensité du courant, donc ça ne dépend pas seulement de la charge Q, mais aussi de la durée, car c'est un débit de déplacement. Donc, I égale Q sur delta T, plus les électrons sont lents, c'est-à-dire plus la durée de déplacement est grande, moins l'intensité. Alors I et delta T sont inversement proportionnels. D'accord? Avec Q la quantité de charge en coulombs, delta T c'est la durée en secondes et I l'intensité c'est en ampères. Ampères, vous le savez. Très bien. Donc, ça c'est concernant l'intensité. Maintenant, on va travailler la source de tension. La source de tension, on va aussi prendre une source réelle de tension. La source de tension, vous l'appelez générateur, n'est-ce pas? Donc, c'est une pile. Une simple pile peut être une source de tension. Mais pourquoi la pile, elle peut donner une tension? Si avec un voltmètre, on mesure la tension de la pile, on voit qu'il y a une tension. À l'encontre des appareils passifs, par exemple la lampe, si je prends une lampe qui n'est pas branchée et je mesure sa tension au voltmètre, je ne trouve rien. Donc, pourquoi la pile? Qu'est-ce qu'il y a dans la pile de différent ou bien de particulier pour qu'il y ait toujours une tension au bord de la pile? En effet, il y a la solution à l'intérieur de la pile, la solution chimique. Donc, on a schématisé ça de cette façon. On va supposer qu'il y a les deux bornes de la pile. Une contient plus d'électrons que d'autres. Donc, on va dire qu'il y a deux états différents, deux états électriques différents. Donc, deux bornes de charge différentes vont créer deux différents états électriques. Alors, les deux bornes ne sont pas au même état. Alors, ceci va créer une différence de potentiel. Vous savez, comme on a vu dans la vidéo précédente pour la mécanique, on a dit que l'énergie potentielle, c'est la capacité de faire un mouvement. Là aussi, deux bornes ou bien deux plaques qui ont différents états électriques, donc différents modes de charge ou bien différentes charges, alors chacune a le potentiel de réagir différemment par rapport au courant électrique. Donc, là, celle-ci, elle est capable, donc elle a le potentiel de donner des électrons, celle-ci a le potentiel de recevoir des électrons. Donc une différence de potentiel cette différence de potentiel, c'est elle qui va créer une tension électrique.
Donc, c'est parce que nous avons cette différence de potentiel, ça crée une tension électrique. La tension U, alors on va dire que la tension, c'est la différence de potentiel. Si on va appeler ça la borne P, ça la borne L, on peut dire que la tension UPN, qui est la tension positive, c'est égal à VP moins Vn. VP moins Vn, V, on va l'appeler le potentiel. D'accord? Donc, UPN égale VP moins Vn. Ça, on ne va pas l'avoir beaucoup cette année, mais c'est très important pour l'année prochaine, de dire que la tension d'une pile, ou bien la tension de n'importe quel composant électrique, c'est égal à la différence des potentiels. Mais ce n'est pas comme un delta final moins initial. D'accord? Donc, si je veux UPN, c'est VP moins Vn. Très bien. Donc, si UPN elle est constante, on va dire qu'elle a une source de tension idéale. Elle est constante, donc toujours c'est 9 volts. Quel que soit le courant qui traverse le circuit, la pile va toujours avoir une tension de 9 volts, ce qui n'est pas le cas pour ce genre de pile. Mais on a l'habitude de dire que la tension de la pile est constante. Ça, c'est la petite nouveauté qu'on va voir dans ce chapitre. On va dire que c'est une source de tension idéale, on la symbolise par un rond. D'accord? Maintenant, pour le moment. Mais est-ce toutes les piles sont des sources de tension idéales? Alors non. Et une source de tension réelle, elle n'a pas une tension qui est toujours constante. Donc si le courant change, la tension va changer. Et on va voir tout à l'heure que si le courant augmente, la tension diminue. Donc il y a une petite perte de tension de la pile. Et cette petite perte, c'est à cause de la résistance interne de la pile. La résistance interne qui est causée par la réaction chimique qui a lieu dans la pile. D'accord? Vous savez en chimie que la réaction chimique, elle peut causer une résistance, donc de la chaleur, etc. Donc, on va dire que la tension UPN diminue avec le courant. Donc, quand l'intensité augmente, la tension diminue. Ça, on va l'exploiter plus en profondeur après. Et ça, c'est le symbole de la pile qu'on connaît. On va faire une petite pause pour se rappeler de la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique et pour se rappeler aussi des conventions qu'on va prendre pour trouver tension-intensité. Donc, pour un conducteur ohmique, ça c'est un circuit où il y a un générateur à tension réglable, un conducteur ohmique, ça c'est un ampère-mètre qui est en série avec le conducteur, et ça c'est un voltmètre qui est en dérivation. Ça c'est l'année passée, vous l'avez travaillé en seconde, bien sûr. Et concernant le schéma symbolique, nous avons ça, d'accord? Donc le générateur, résistance, voltmètre et ampère. Si on prend plusieurs mesures en variant le générateur, la tension du générateur, on va avoir la courbe suivante et on va dire que U en fonction de I, c'est une ligne droite passant par l'origine, donc U et I sont proportionnels pour un compteur ohmique et la pente de cette ligne, c'est le coefficient directeur ou bien la pente, c'est la résistance. Donc la pente c'est delta U sur delta I. D'accord, ça vous le savez. Maintenant, par convention, vous savez que la tension, on peut la représenter par une flèche. Et la flèche, je veux dire UAB, donc la pointe de la flèche toujours pointe vers le premier point de la tension. Donc si UAB, donc la flèche est dans ce sens. Et on remarque, puisque le compteur ohmique, c'est un dipôle passif, donc il reçoit le courant. Ce n'est pas lui une source d'énergie, c'est lui, il est un récepteur. Donc, le symbole de la tension fléchée, ou bien le sens de la flèche de la tension est opposé au sens du courant. Et ce qui fait que UAB c'est positif. On va le voir maintenant tout à l'heure. Donc, dans ce cas, UAB, la loi d'Ohm va dire que UAB égale R fois I, U en volts, I en ampères, R en ohm. D'accord? Ça, c'est la loi d'Ohm au bornes d'un conducteur ohmique. Au bornes d'un générateur, on va aussi voir qu'est-ce qui se passe au bornes d'un générateur. Pour cela, on va essayer de voir une petite vidéo d'une expérience qui a été faite au labo. Voilà, c'est un circuit formé d'un rhéostat. Rhéostat, vous savez, c'est une résistance variable. Donc, avec le curseur qui est là, je peux le déplacer et ça va changer la résistance. Et par conséquent, le courant va changer. Et aussi, par conséquent, la tension au bornes des composants
va changer. Donc, nous avons un rhéostat, un système de piles. Donc là, c'est deux piles en série, donc 1,5 volts, 1,5 volts. Ça, c'est idéalement 3 volts. Une lampe et un interrupteur. Et on va essayer de l'activer et de voir les valeurs pour pouvoir les mettre dans un tableau et tracer la courbe. Donc, au début, quand il n'y avait pas de courant, l'interrupteur il est ouvert, comme vous le voyez ici. La lampe ne s'allume pas. Il y a une tension au bord de la pile. Cette tension, c'est 2,8. Donc, ce n'est pas 3 exactement. Peut-être que les piles sont un peu usées ou quoi. Autre, c'est pas quoi. Donc, maintenant, 2,83 volts, c'est pour 0 ampères. On va fermer l'interrupteur. Et là, le courant, la tension, c'est 2,51 volts. Et le courant, l'intensité, c'est 0,08. On va le noter. On va déplacer le curseur. On a dit l'intensité. Donc ici, 0,13 avec deux chiffres. Et là, la tension, c'est 2,36 volts. Et si on déplace davantage, maintenant, on a baissé la résistance. Donc l'éclairement de la lampe a augmenté l'intensité de la lumière pour une intensité 0,16 ampères, 2,24 volts. On diminue la résistance davantage avec le déplacement du curseur. La lampe s'allume plus. L'intensité a augmenté, 0,21 ampères. La tension a baissé, elle est devenue 2,1 volts. Et le circuit qui a été fait, il a le symbole suivant, bien le schéma suivant. Donc la pile qu'on veut travailler, qu'on veut voir, c'est quoi la loi d'Ohm à ses bornes. Il y a le rhéostat, on le symbolise de cette façon. Donc ça, c'est le rhéostat. Et on a placé les valeurs trouvées dans ce tableau, quelques autres aussi. Et on a tracé le graphique. Le graphique, c'est U en fonction de I, ça, s'il est une ligne droite décroissante, bien sûr qui ne passe pas par l'origine. L'équation donnée par le tableur qui a fait ça, donc c'est Google Sheet, c'est moins 3,48x plus 2,8. D'accord? Donc on peut dire que le x c'est le i, donc moins 3,48i plus 2,8. Vous remarquez que le 2,8 c'est là. Et 2,8 ou bien 2,83 volts, c'est la tension quand l'intensité est égale à 0. Donc ça c'est la tension initiale de la pile, c'est pour cela on l'appelle la tension à vide. On peut la noter U0. Elle s'appelle aussi la force électromotrice de la pile. Donc c'est ce que la pile a comme on a dit avant, différence de potentiel pour pousser les électrons quand il n'y a pas de courant. C'est pour ça qu'on l'a appelé la tension à vide. D'accord? Maintenant, le moins 3,48, c'est quoi? Bon, bien sûr, vous avez deviné, puisque c'est une ligne décroissante, donc c'est négatif. Alors, le moins 3,48, c'est la pente. Le 3,48, qui est la valeur absolue de cette pente ou bien du coefficient directeur, il représente la résistance interne de la pile. En fait, vous n'allez pas faire delta U sur delta I pour trouver cette valeur. Donc, delta U sur delta I, ce n'est pas comme pour l'unité volt sur ampère. Et volt sur ampère, c'est une résistance, c'est ohm. Donc, on va l'appeler la résistance interne de la pile. Et si on remarque ici, plus l'intensité augmente, plus la tension diminue à cause de cette décroissance. Et on va dire plus que si ça est grand, donc si la résistance interne est plus grande, à la place de moins 3,48, nous avons, disons, moins 5, la pile aura, la droite plutôt, aura une allure qui est plus vers descendante. Donc, elle aura une pente plus grande. Ce qui est logique, que plus la résistance de la pile est grande, plus la tension va diminuer. Donc, il y a une perte de tension de la pile. Ça, on l'appelle la caractéristique tension-intensité de la pile. Et avec cette équation, on va généraliser en disant que si ça, je vais l'appeler, donc nous avons dit U0 et ça, je vais l'appeler R. Alors, on va dire que U au borne d'une pile, c'est E moins RI. Donc, ce n'est plus RI. RI, c'est pour le compteur ohmique. C'est E moins RI. D'accord? Ça, c'est un petit résumé pour les trois caractéristiques qu'on vient de voir. Pour un conducteur ohmique, la caractéristique, c'est une ligne droite passant par l'origine et la relation, c'est U égale RI et le coefficient directeur, c'est R. Pour une tension idéale, une source idéale de tension,
nous avons U égale U0. Donc, le U0, c'est la tension à vide. Et pour n'importe quelle intensité, la tension, elle est la même. Ça, c'est idéal. Mais réel, c'est U0 moins RI. Donc, il y a une petite chute de tension. Et ça, c'est la loi d'Ohm, U égale U0 moins RI, ou bien E moins RI. D'accord? Très bien. Maintenant, nous avons deux trucs à se rappeler. Les conventions, ça va vous aider trop dans comment faire les calculs, ou bien comment choisir quelle tension avec quelle intensité. Donc, il y a deux conventions, convention générateur, convention récepteur. Dans la convention générateur, si nous avons ça, c'est la pile. Donc, ça, c'est la borne positive. Le courant, il sort de la borne positive, n'est-ce pas? Donc, la flèche courant, c'est dans ce sens, et la flèche tension, c'est dans ce sens. À savoir que la flèche ici, c'est pour le point P. Donc UPN, donc la flèche, elle pointe vers P, n'est-ce pas? Pour la convention générateur, la flèche tension et la flèche courant ont le même sens. Et dans ce cas, s'ils ont le même sens, UPN est positif. Donc UPN, qui est VP moins VN, est positif. Passons à la convention récepteur. Pour un récepteur, donc si vous voulez ici une résistance, ça peut être une lampe, ça peut être un moteur, n'importe quoi. Donc l'intensité, si on va supposer que l'intensité passe dans ce sens, et comme si c'est branché à une pile dont la borne positive elle est là, donc le courant il passe ainsi. Donc si la flèche courant elle est dans ce sens, donc le courant il a un sens vers le bas, AB ce sont eux les deux points, les deux bornes. On va dire que UAB, qui est la tension positive, UAB, donc la flèche de la tension pointe vers A. Vous voyez, donc toujours le premier point de la tension, c'est lui la flèche. Et donc c'est A. Et UAB, qui est positive, c'est quand la flèche tension, elle est opposée à la flèche courant. C'est pour cela, si vous vous rappelez, avant, quand on a vu la loi d'Ohm aux bornes du compteur ohmique, on a dit que UAB dans le sens opposé au courant. D'accord? Donc, si nous avons ces deux conventions, nous allons avoir des tensions positives. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça, on va les exploiter tout à l'heure. Voilà. Donc, comment je peux alors modéliser une source réelle de tension? La source réelle de tension qui est là, et on va dire que la flèche tension, elle a le même sens que la flèche courant. On peut la modéliser de la façon suivante. On peut dire qu'elle est une source de tension idéale. Donc, la flèche tension, c'est aussi le même sens que la flèche courant, mais là, la tension, c'est U0 ou bien E. Donc, ça, c'est la convention générateur. Mais aussi, il y a une résistance, qui est un dipôle passif. Donc, c'est une convention récepteur, n'est-ce pas? Donc, la flèche tension, elle est opposée à la flèche courant. Et si je vais remarquer ce U-là, la flèche tension ici, c'est les deux flèches tension, mais il faut les ajouter algébriquement. Donc, puisque ça, c'est opposé au sens de U, donc on va dire que U égale U0 ou bien E moins RI. Donc, ce qu'on a prouvé avant dans première expérience. On va prendre un petit exemple. Ce petit exemple, il est tiré de votre livre, de Manuel Bordas, page 258. Nous avons une pile. Et cette pile débite un courant de 200 mA et la tension à ces bornes, c'est 8,7 volts. Est-ce que ça, c'est la tension à vide? Bien sûr que non. Car cette tension, c'est quand il y a un courant de 100. Lorsque rien n'est branché à ces bornes, donc là, la tension à vide, la tension électrique aux bornes de cette pile est 9 volts. Première question, qu'appelle-t-on tension à vide d'une pile? Quelle est sa valeur pour cette pile décrite? Donc, la tension à vide, c'est la tension de la pile quand il n'y a aucun courant qui circule donc, dans le circuit ouvert, ou bien on peut dire la tension de la pile en dehors du circuit. Donc, pour cette pile, la tension égale à 9 volts. Donc, U0, c'est 9 volts. Deuxième question, à partir de ces informations, construire la caractéristique intensité-tension de la pile pour des intensités entre 0 et 500. Donc ici, il faut faire un tableau de mesure. Mais puisqu'on sait qu'elle est une ligne droite décroissante dont la tension à vide c'est 9, donc on sait qu'elle va commencer de 9 volts. Et elle décroît. Maintenant, elle décroît, elle doit passer par ces points, n'est-ce pas? 208,7 volts. Pour cela, on peut tracer l'échelle
On choisit une échelle, on veut jusqu'à 500. Ça, c'est la tension. On peut ici garder une petite brisure, on peut briser ici le graphique pour ne pas écrire toutes les valeurs. Et on va voir que pour ces deux valeurs, donc 200 et 8,7 volts, la courbe doit passer. Et ça, c'est la ligne. Donc ça, c'est la caractéristique tension-intensité de la pile. Troisième question, en déduire la valeur de la résistance interne de la pile. Donc, la résistance interne, on peut la trouver de deux méthodes, ou bien on peut appliquer le coefficient directeur et dire que la résistance interne, c'est l'opposé du coefficient directeur. D'accord? Le coefficient directeur est négatif, la résistance ne peut pas être négative, donc c'est moins. Ou bien la valeur absolue du coefficient, si vous voulez, la même chose. Donc, on va prendre deux valeurs, 9, 8,7, moins 0 avec 200, il faut le convertir en ampères. N'oubliez pas, c'est 1,5 ohm. Donc, ça, c'est la résistance interne. Une autre méthode, on peut appliquer la loi d'Ohm. U égale U0 moins RI. Donc, on va trouver R comme étant U0 moins U sur I. On applique les valeurs. On va trouver aussi 1,5 ohm. D'accord? Donc, ça, c'est un petit exercice seulement pour un peu se lancer dans cette nouvelle notion. On passe à la dernière partie du chapitre qui est puissance énergie électrique. On va commencer par une petite définition. En général, d'une manière générale, c'est quoi puissance, c'est quoi énergie? Donc, l'énergie représente le stock. Ça veut dire, comme vous vous rappelez, dans la mécanique, on a dit que l'énergie potentielle, c'est elle qui est emmagasinée et c'est elle capable de faire un travail. Donc, ça, c'est l'énergie. L'énergie cinétique, elle est capable de se déplacer, donc elle se convertit en autre forme d'énergie. Donc, l'énergie, c'est le stock, c'est ce qui est, si vous voulez, capable d'être fait. Tandis que la puissance, c'est la vitesse à laquelle ce stock il est utilisé. Donc, si par exemple, on dépense cette énergie en 2 secondes, c'est puissant. Mais si on dépense cette énergie en 2 heures, donc l'appareil qui fait cette dépense n'est pas puissant. D'accord? Donc la puissance, c'est le débit d'énergie, on va le dire. Donc, d'une manière générale, mais en électricité, on va un peu changer, modeler ces définitions en disant que l'énergie, c'est au nombre de porteurs de charge disponibles. Donc, il y a un stock de porteurs de charge. Donc, autant de charges il y a, donc il y a une grande énergie. Et la charge, ça dépend aussi de la tension et l'intensité. On va faire le lien tout à l'heure. Et pour la puissance, c'est la vitesse. La vitesse, le débit, donc la vitesse de ce déplacement ou bien de ce transfert de charge. D'accord? Donc, gardez en tête ces petites définitions pour pouvoir les appliquer. Maintenant, pour les composants que nous avons. Donc, la puissance électrique, la puissance, puisqu'on a dit qu'elle dépend des charges et tension et intensité, donc tout simplement, c'est U fois I. P égale U fois I. OK? Je vais vous donner un petit secret. Donc, vous pouvez dire puis. Quand vous dites puis, P-U-I. Donc, P égale U fois I. OK? Fermons la parenthèse. U en volts et en ampères et puissance, c'est toujours en watts. D'accord? Dans le chapitre avant, on a travaillé les énergies donc en joules. On va les voir maintenant. La puissance, une nouvelle unité, c'est les watts. Et P égale U fois I. Maintenant, si c'est un générateur, donc la puissance, elle est fournie par le générateur. Si c'est un récepteur, la puissance, elle est reçue. Donc, ce n'est pas seulement le générateur qui donne. En fait, on ne parle pas de puissance seulement pour le générateur. On parle de puissance pour tout composant électrique, mais il faut un peu différencier. Donc, le générateur, il fournit une puissance. Le récepteur, comme lampe, comme résistance, comme moteur, ils reçoivent une puissance. D'accord? Très bien. Bien sûr, si nous avons un générateur formé de plusieurs composants, alors on peut dire que la puissance du générateur est égale à la somme de toutes les puissances, puisque c'est le générateur qui donne cette puissance. Cette puissance, elle est distribuée à tous les composants du circuit. La puissance étant faite, je vais donner ici quelques exemples. D'accord? Des exemples d'appareils. Et on va voir ces appareils, quel est l'ordre de grandeur approximativement des puissances qui sont disponibles pour ces appareils. Si c'est un générateur, donc la puissance fournie par le générateur, et si c'est un
récepteur, la puissance reçue. Donc, commençons. On va commencer par le cellulaire qui a normalement la puissance la plus petite et c'est de l'ordre de 800 milliwatts. OK, 0,8 watts. Puis après, nous avons la télévision, donc c'est 100 watts. Donc ça, c'est normalement l'ordre de grandeur de la puissance consommée par la télé. On passe à la voiture électrique, 150 kilowatts. Donc cette voiture, on doit la charger avec une source d'électricité. Donc elle a besoin de 150 kilowatts. Le train à grande vitesse, 9 mégawatts et une centrale nucléaire, 1,5 gigawatts. La centrale nucléaire, donc elle peut aussi créer de l'énergie électrique. Donc elle peut donner une puissance à peu près de 1,5 gigawatts. Tout ça sont des valeurs moyennes. D'accord? Pour un conducteur ohmique, donc si nous avons une résistance, la puissance consommée par un conducteur ohmique, on peut l'écrire autrement aussi. Donc, on a vu que CP égale U fois I, mais puisque U égale RI, vous vous rappelez, donc on peut l'écrire RI carré. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le compteur ohmique? Le compteur ohmique se trouve pas dans ces appareils, par exemple, donc le four électrique ou bien le séchoir, la lampe, puisqu'il y a ici le filament et même l'ordinateur. Donc, tous les appareils, normalement, la plupart des appareils électriques contiennent un conducteur ohmique qui convertit la puissance électrique en chaleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. D'accord? L'effet Joule, c'est quand la puissance électrique s'est transformée en chaleur, et ça, c'est à travers un conducteur ohmique. Donc là, le séchoir, quand il est branché à l'électricité, il y a la résistance qui est à l'intérieur. Donc, quand je dis compteur ohmique, donc je peux dire aussi résistance, qui va chauffer l'air. Et c'est pour cela que ça va sortir de l'air chaud. Même ici, quand on va brancher ça à l'électricité, il y a ici toutes les plaques qui vont être chauffées, des plaques chauffantes, le filament, etc. L'ordinateur, vous savez que l'ordinateur, il s'échauffe. Et c'est pour cela qu'on met un genre de ventilateur pour pouvoir aspirer et pouvoir faire refroidir la batterie et tout le fonctionnement. D'accord? Donc, ça, c'est l'effet Joule. Donc, on va dire que le compteur ohmique, il transforme la puissance électrique en puissance thermique seulement. Ça, c'est la particularité. Aussi, l'année passée, vous l'avez vu. Donc, chaque fois qu'il y a une puissance thermique, c'est directement RI carré, que ce soit du conducteur ohmique ou bien de la résistance interne de la pile. Vous vous rappelez, la pile contient une résistance interne. Donc, il y a un effet Joule qui a lieu dans la pile. Et c'est pour cela, quand on tient une pile pour un temps, on va voir qu'elle est chaude. Donc, à cause de la résistance interne de la pile, et la puissance thermique sera le petit R qu'on a vu comme résistance interne fois I carré. Les unités sont suivantes, U en volts et en ampères, résistance en ohm, puissance en watts. D'accord? Passons maintenant à l'énergie électrique. L'énergie électrique, nous avons dit que c'est ce que l'objet stocke comme charge. Et on a commencé par puissance, car la puissance, c'est elle qui est la capacité, donc dépend de U et de I. Puisqu'on a dit que la puissance, c'est effectivement le débit d'énergie, donc cette relation qui est plus, si vous voulez, logique ou bien plus physique, la puissance, c'est le débit de l'énergie, donc énergie sur delta T, ça va nous donner que énergie c'est égal P fois delta T. Énergie en joules, puissance en watts, durée en secondes. Ça, c'est le système SI. D'accord? Je donne un exemple très simple. Si nous avons une lampe, par exemple, de 100 watts, et on l'utilise pour 2 secondes, et on va toucher cette lampe, elle est peut-être chaude. Mais si on utilise cette même lampe de 100 watts, pour 1 minute, et on la touche, on va sentir qu'elle est plus chaude. Donc, il y a plus de l'énergie thermique, donc l'énergie, elle a été grande. Donc, l'énergie électrique, elle est grande, et non pas la puissance. Les deux lampes, c'est la même puissance, 100 watts, mais c'est l'énergie qui est grande. C'est pour cela, plus le temps de fonctionnement est grand, plus l'énergie est grande. Et c'est ainsi, vous pouvez, si vous voulez, assimiler cette relation E égale P fois delta T, et non pas P égale E fois delta T. Attention. D'une autre façon, on peut dire que la puissance comme étant le débit d'énergie, donc c'est E sur delta T. D'accord? Ce sont des façons pour se rappeler de la relation. Normalement, en physique, on ne retient pas. Il faut comprendre les relations pour pouvoir les appliquer, mais les appliquer correctement, pas les renverser. D'accord? Très bien. La puissance est instantanée.
D'accord? Donc, à chaque instant, l'exemple que je donnais, à chaque instant, c'est 100 watts. Mais l'énergie, c'est elle qui tient compte de la durée. C'est pour cela aussi ce qu'on a dit avant. D'accord? Un exemple, une ampoule à incandescence de 60 watts fonctionne pendant 2 heures. L'énergie consommée sera, on va dire, 60 fois 2 fois 3600. Donc, n'oubliez pas que heure à seconde, c'est 3600. Ça fait 4,3 fois 10 puissance 5 joules. Donc, 4,3 fois 10 2 ou bien 430 kilojoules. Vous voyez, la réponse, ou bien la valeur pour joule, elle est grande. 4,3 fois 10 puissance 5 joules. Mais ça ne veut pas dire si elle est grande, donc c'est une énergie énorme. Car cette énergie, c'est avec une petite lampe de 60 watts, qui est une petite lampe qu'on place par exemple dans des petites chambres. Et pour 2 heures. Donc là, la grande valeur, elle trompe parfois. Elle nous trompe. Ce n'est pas une grande valeur, donc une grande énergie. C'est pour cela les scientifiques ont créé d'autres énergies, comme wattheure ou kilowattheure. Et ça, c'est, si vous voulez, plus pertinent pour cet exemple. Alors, on peut dire que l'énergie, c'est 60 watts fois 2 heures, donc 120 wattheures. Donc, vous voyez, un peu le wattheure, c'est un peu proche au kilojoule. Donc là, je peux dire que c'est plus ou moins la même chose. Donc ça, c'est une nouvelle unité ou bien une autre unité. L'unité SI, c'est le joule. Mais on peut aussi les exprimer en wattheure ou kilowattheure. À savoir que le kilowattheure, si je vais le transformer en joule, c'est 1000 car kilo, c'est fois 10, 3, et heure, c'est 3600, donc 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Seulement, j'aime vous dire que les factures d'électricité qu'on paye dans les maisons sont normalement kilowattheure. Donc, car ce sont des heures et des heures de fonctionnement et normalement pendant un mois. Donc, ce n'est pas en joules. Okay? Très bien. Maintenant, je vais donner un petit exemple de deux genres de lampes. Maintenant, actuellement, on utilise des lampes qui sont plus économiques. On va voir pourquoi elles sont économiques. Les lampes fluocompactes, les lampes à incandescence. Les lampes à incandescence sont des lampes qui contiennent un filament. Donc, ce sont deux lampes qui donnent plus ou moins la même luminosité. 346 lumens, 370 lumens. Lumens, c'est une unité de luminosité. Mais cette lampe, elle a une grande puissance de 40 watts. Cette lampe, 8 watts. Donc, regardez, une petite puissance de 8 watts pour donner la même luminosité. C'est pour cela qu'elle est performante. Et là, on vous a donné le temps de la durée de vie de la lampe. Donc là, elle peut fonctionner ou bien elle est capable de fonctionner pour 6000 heures. Tandis que cette lampe, c'est seulement pour 1000 heures. On va calculer l'énergie pour toute cette durée. On va voir que pour la lampe fluocompacte, c'est 48 000 Wh, tandis que pour la lampe incandescente, c'est 40 000 Wh. Donc c'est à peu près proche des deux. Donc vous voyez, alors donc pour 1000 Wh de fonctionnement, ça a dépensé la même plus ou moins énergie que pour 6000 heures. Donc vous voyez comment celle-ci, elle est efficace et aussi elle est économique, car normalement on paye les heures de fonctionnement. Donc ça, c'est un exemple de genre de lampe. Très bien. Maintenant, on va clôturer le chapitre par le dernier paragraphe, et ça, c'est finalement notre but, les conversions d'énergie. On en a parlé trop. Ça, ce sont des exemples de conversion d'énergie. Par exemple, en passant de rayonnante à électrique, il y a un convertisseur qui est la cellule photovoltaïque qui se trouve dans les petites cellules calculatrices. Donc, cellules photovoltaïques qui convertissent de la rayonnante à l'électrique, les capteurs solaires de la rayonnante à la thermique, par exemple la batterie, la pile, donc de la chimique à l'électrique. Les alternateurs sont des convertisseurs qui se trouvent dans les centrales. Donc, ou bien dans la bicyclette, sur la bicyclette, on met un alternateur pour quand on est en train de rouler, ça va peut-être donner de l'électricité au phare pour clignoter. Donc, ils convertissent la mécanique en électrique, ainsi de suite. On ne va pas les voir toutes, mais l'important, c'est de savoir qu'il y a des convertisseurs qui convertissent d'une forme à une autre forme. Pour cela, on va dresser quelque chose qu'on appelle la chaîne énergétique ou bien le bilan énergétique de la façon suivante. On met le convertisseur au centre, dans une ovale, et puis après, on va mettre l'énergie reçue par le convertisseur, l'énergie fournie
utile par le convertisseur et aussi une énergie fournie mais elle est perdue. Donc c'est une énergie inutile, c'est une énergie dissipée. Donc ça c'est le convertisseur, ça c'est la chaîne énergétique. On va appliquer le principe de conservation de l'énergie qui dit que l'énergie ou bien la puissance reçue, c'est égal à l'énergie ou bien la puissance utile plus l'énergie ou bien la puissance perdue. D'accord? Donc, ça, c'est parce que vous vous rappelez le principe de base de l'énergie. Rien n'est créé, l'énergie n'est ni créée ni détruite, elle est transformée. Donnez maintenant trois exemples. Celui de la pile, celui d'une lampe incandescente et celui d'un moteur électrique d'une voiture. D'accord? Pour la pile, on a la chaîne énergétique suivante. Donc, pile, lampe et moteur électrique. Pour la pile, normalement, elle reçoit, je vais changer ma place, voilà, je mets ici. Elle reçoit une énergie chimique à cause de la réaction chimique qui a lieu dans la pile et elle les transforme en énergie électrique parce que c'est elle qui donne de l'électricité. Il y a, comme on l'a dit avant, une chaleur, donc énergie thermique. La lampe, elle reçoit l'énergie électrique et la transforme en rayonnante et thermique. Donc la lumière qu'elle donne, c'est une énergie. Et bien sûr, elle va s'échauffer. Et le moteur électrique aussi, quand je mets une voiture téléguidée qui contient un moteur et je veux qu'elle se déplace, je dois avec la batterie, bien sûr, avec des ondes, etc. L'important que s'il y a une batterie dans la pile, donc une énergie électrique qui va activer le moteur électrique pour qu'il le fasse déplacer, donc l'énergie mécanique. Et aussi il y a thermique, car si je touche le moteur, je vais sentir qu'il est chaud. Maintenant, les énergies utiles dans ça, c'est effectivement l'électrique, la rayonnante et la mécanique, respectivement. Là, par exemple, la lampe n'est pas là pour donner de la chaleur. On ne va pas allumer une lampe pour s'échauffer. Parfois, on profite de ça, mais ce n'est pas ça le but. Donc, l'utile, c'est la rayonnante. Même chose pour les autres. Ce sont les énergies utiles. D'accord? Donc, une fois qu'on a dressé le bilan énergétique, on a su c'est quoi l'énergie utile, on va passer à quelque chose qu'on appelle le rendement de la conversion. Donc, le rendement d'un convertisseur, selon quel pourcentage, ou bien quel pourcentage d'énergie il donne d'une façon utile par rapport à ce qu'il reçoit. Et le rendement, on peut l'appeler comme on veut, la lettre nu, c'est une lettre grecque, ou bien la lettre rho, ou bien tout simplement le mot rendement, c'est la puissance utile sur la puissance totale. Totale, comme on l'a dit avant, ça peut être aussi la puissance reçue. Donc, la puissance utile donnée sur la puissance totale, on le transforme en pourcentage, ça va nous donner le rendement. Donc, on va faire fois 100 pour faire le pourcentage. Le rendement, bien sûr, n'a pas d'unité, mais globalement, on l'exprime en pourcentage. La puissance utile et la puissance totale sont exprimées en watts. D'accord? Donc, ainsi, je peux dire, par exemple, si une lampe elle reçoit 50 watts d'énergie de puissance électrique et donne 40 watts de lumière et 10 watts par conséquent de chaleur. Donc le rendement c'est 40 sur 50. Donc 40 sur 50 ça fait 0,8. Donc ça fait 80%. Donc le rendement de la lampe c'est 80%. Ce qui veut dire qu'elle a de 100 watts, elle a converti et donné 80 watts. Le rendement, c'est important pour savoir si le convertisseur il est efficace et quelle est la valeur de l'énergie utile ou bien puissance utile qu'il nous donne. D'accord? À savoir que ici on a dit puissance utile sur puissance totale, je peux aussi dire énergie utile sur énergie totale. Parce que dans les deux, il y a le delta T qui va s'enlever. D'accord? Très bien. Maintenant, deux petits rappels rapides, car peut-être que vous en aurez besoin pour le calcul, bien le travail dans les circuits. Les deux lois que vous avez apprises l'année passée, donc il y a la loi des mailles qui rassemble les tensions. Donc là, en respectant les conventions, donc ça c'est un générateur, supposons que c'est un générateur idéal, donc c'est E ou bien U0. Et ce sont deux récepteurs. Vous avez vu que les tensions fléchées des récepteurs sont inverses au sens du courant. Et si on choisit un sens pour la maille, donc supposons que c'est ce sens-là, la loi des mailles dit que la somme des tensions, elle est égale à 0. Mais il faut suivre le sens. Donc, E, ça suit le sens, moins U2, car U2, c'est opposé au sens de la maille.
moins U1 égale à 0. Donc E moins U1 moins U2 égale à 0, ce qui veut dire que E égale U1 plus U2. Aussi, c'est la même chose que la loi d'activité des tensions qui dit que si je vais appeler ça le point P et le point N, donc UPN est égal UPA plus UAB, donc c'est égal U1 plus U2 aussi. Et une deuxième loi, c'est la loi des nœuds. Donc, quand il y a un nœud, vous savez que le nœud, c'est là où il y a les trois fils se connectent. Donc, au moins trois fils. Je dis que la somme des tensions, des intensités qui entrent dans le nœud, ici c'est I, égale à la somme des intensités qui sortent de nœud, c'est I1 et I2. Donc, I égale I1 plus I2. Voilà que le chapitre est terminé. C'est un peu long, mais c'est condensé. Et c'est intéressant. C'est très important aussi pour l'année prochaine, car aussi l'année prochaine, vous allez apprendre un nouveau composant électrique. Je garde ça pour l'année prochaine. Si toujours vous avez des questions, vous pouvez les poser, les écrire dans les commentaires en bas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des éventuelles vidéos, de cliquer sur le bouton Ringtone pour aussi être notifié.